vous étiez cette nuit évidemment sur le lieu du sinistre. On privilégie, semble-t-il, maintenant une thèse criminelle. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un point sur le bilan? Comment risque-t-il évoluer et où en était-on ce matin? Il y a, à l'heure où nous parlons, 8 Parisiens qui sont décédés dans ce drame. Tous habitants de cet immeuble? A priori, tous habitants de cet immeuble et pris au piège de l'incendie. Ça a été depuis officialisé par monsieur le procureur de Paris, donc j'en fais état ici, mais nous avons su assez rapidement qu'une femme est suspectée d'être à l'origine de cet incendie criminel et qu'elle est, à l'heure qu'il est, en garde à vue. Et donc l'enquête devra déterminer les causes et les circonstances de ce feu, mais la gravité assez exceptionnelle de ce drame, hein, heureusement fort rare à Paris, est liée à la propagation extrêmement rapide des flammes dont ont témoigné les forces de secours. Et vraiment, il faut saluer les pompiers parce qu'ils ont réagi extrêmement rapidement. Dans des conditions extrêmement difficiles, puisque quand ils sont arrivés sur les lieux, il était à peine 1 h du matin, les flammes étaient d'une violence inouïe, et les habitants étaient pris au piège. Et il a fallu faire des évacuations en échelle de façade. Les échelles mécaniques ne pouvaient pas accéder à l'immeuble, puisqu'il s'agissait d'un immeuble moderne qui va très bien, mais qui était sur cour intérieure. Il a fallu faire des descentes au baudrier. Des personnes se sont jetées dans le vide, parmi notamment les personnes décédées. Voilà, c'est un drame. Le risque est qu'à l'occasion de l'exploration de la zone du sinistre, il y ait des victimes supplémentaires. Nous espérons que non. Sur le profil psychologique de la personne qui est en garde à vue, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est un profil, quelqu'un qui présente des troubles psychiatriques? Est-ce que c'est un Disons cas que c'est une personne sévère que, d'après les informations à notre disposition, qui est défavorablement connue des services pour des troubles, oui. pour des troubles? Qui habitait l'immeuble? Oui, qui a priori habitait l'immeuble. Pour des Voilà. troubles de quelle nature? De nature psychiatrique. Psychiatrique. Donc on laissera là aussi, c'est au procureur de la République de faire par étapes, quand il le juge et pertinent et nécessaire, de faire un point sur l'enquête judiciaire qui ne fait que débuter. Est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi la propagation a été aussi rapide, puisqu'apparemment le feu a pris au dernier étage? Oui, le feu aurait pris entre le 7e et le 8e étage, mais là aussi, c'est les premières analyses des pompiers, il faudra confirmer tout ça. Mais il est clair que la rapidité de propagation de l'incendie, selon les dires des pompiers, témoigne probablement d'une cause exogène. Et donc, il y a eu une forme de déclencheur ou d'accélérateur de feu. C'est l'enquête qui le déterminera. Mais voilà, les pompiers étaient assez sûrs du caractère atypique de ce feu et notamment de la forte probabilité de son origine criminelle. Dans l'actualité sociale, c'est la grève. C'est une grève aujourd'hui dans laquelle... appelée par la CGT, mais appelée aussi par une frange la plus radicale, on va dire, des Gilets jaunes, comme Éric Drouet, la France insoumise aussi. Est-ce que c'est le début de la convergence des luttes, la fameuse convergence des luttes? Ça, c'est pas à moi de le dire ou de le souhaiter. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, une forme de confusion dans la lecture politique des intentions de ce mouvement des Gilets jaunes faisait que des acteurs traditionnels de la mobilisation sociale se tenaient un petit peu à distance. Là, et je pense en premier lieu à la CGT, parce que la France insoumise court après depuis un moment, mais la CGT restait prudente et en retrait. Je comprends que la CGT veut relayer un mouvement de colère citoyenne, de revendication. Mais je crois que Martinez fait bien attention à ne pas s'associer aux franges les plus radicales et au mauvais sens du mot, tels que peuvent l'exprimer un certain nombre de leaders des Gilets jaunes, parce qu'il ne faut pas qu'à l'occasion d'une mobilisation sociale, on se détourne de l'objectif et qu'on se perde dans d'autres revendications qui n'ont rien à voir avec le mouvement social. C'est la question du respect des institutions, c'est la question du respect du vote démocratique. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait de convergence en la matière entre la CGT et le mouvement des Gilets jaunes. Alors pour essayer de donner une réponse à ce mouvement, le président de la République organise un grand débat national. Il était hier en banlieue parisienne, dans l'Essonne, à Évry-Courcouronnes, pour un débat à nouveau marathon, 6-7 heures d'échange. Est-ce que, pour vous, le président est clairement en campagne? Oui, il ne faut pas être naïf. Il se met en scène personnellement
Et encore une fois, avec le président, il se met en scène et il se met en danger. C'est-à-dire qu'il est quand même obnubilé par la présence personnelle, par l'incarnation personnelle. Et je ne sais pas s'il a prévu de rencontrer tous les Français d'ici la fin de son quinquennat, mais on voit bien la limite de l'exercice. Et je trouve qu'encore une fois, ce grand débat national n'en a que le nom, parce que c'est un débat qui est quand même en fait assez privatisé dans la forme que lui donne le gouvernement. Vous-même avez organisé des débats dans la mairie de Paris. Donc... Mais pas du tout du même esprit. C'est pas Anne Hidalgo qui a fait 7 heures de cours magistral ou de rencontre avec une salle de gens invités, parce que ce sont des gens invités, si vous voulez. Vous allez, sans l'être invité à ces événements, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas un débat ouvert. Le débat que nous avons organisé à la ville de Paris, c'est 12 heures de prise de parole, sans aucun contrôle, sans aucune modération, où les gens venaient dire ce qu'ils avaient à dire du grand débat. On a observé 2 choses. C'est l'extrême diversité des expressions qui sont formulées, et la forme très respectueuse que ça a eu. Les gens venaient dire du bien, du mal, de plein de choses, mais ils le faisaient dans un grand calme, dans une grande sérénité, dans un grand respect. Et je crois que le gouvernement et le président, au-delà, ferait bien d'ouvrir un petit peu plus que ça ne l'est actuellement, le grand débat national, parce qu'il risque sinon de créer à la fin beaucoup de frustration, avec le sentiment que nous n'aurons pas pu dire tout ce que nous avions à dire, et surtout que le gouvernement n'en tiendrait pas compte dans les choix qu'il ferait ultérieurement. Ferez-vous vous-même la synthèse des débats ou vous livrerez tout au gouvernement? Alors, on livrera tout au gouvernement, mais nous avons un partenaire qui est chargé de faire du recueil d'informations. Et il faut savoir que la méthodologie d'organisation d'un débat, elle est consubstantielle de ce qu'on veut en faire de ce débat. Et c'est un petit peu le reproche que nous pouvons formuler au gouvernement. Quand on voit le site Internet qui est mis en ligne, il est très régressif par rapport à tout le potentiel qu'offre aujourd'hui Internet. C'est très fermé, c'est très privatif, et je crois que ça l'est à dessein. Emmanuel Grégoire, hier, le conseil municipal de Paris a officialisé la création d'une police municipale à l'initiative d'Anne Hidalgo. Au sein de la majorité, ce projet était contesté. Et surtout, on a appris absence d'armement de cette police, c'est vrai? Oui, tout à fait. Enfin, pas absence d'armement, absence d'armes à feu. Ce qui n'est pas la même chose. Ce sont des polices municipales qui sont armées. Hein, ils ont un bâton de défense, des armes de 4e catégorie. Mais nous avons estimé que l'arme à feu n'était pas une bonne idée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en mettant une arme à feu dans la main d'un policier municipal, vous augmentez le risque de confusion entre les missions de la police nationale et les missions de police municipale. Et c'est vrai que dans le risque qu'à force d'augmenter les moyens municipaux, l'État se désengage, la question de l'armement est une question symbolique absolument Vous avez vu que clé. Sur ce point-là, ça tangue dans votre majorité parce que vos partenaires, ils disent oui, oui, très bien, vous allez vous ne les armez pas tout de suite, mais dans quelques années, ils le seront. C'est la porte ouverte à une évolution vers l'armement. En fait, pas du tout. Quelle garantie vous leur apportez? Alors, mais d'abord, on n'a pas de garantie à apporter. La maire de Paris, elle est maire jusqu'en 2020. Et donc, jusqu'en 2020, elle n'est pas pour l'armement et elle ne changera pas de doctrine. Mais il y a plein de villes dans lesquelles il y a des polices municipales qui ne sont pas armées. Il n'y a aucune... Une minorité aujourd'hui. Non, pas une minorité. Plus de la moitié des Oui, mais ça dépend villes. si vous... Par exemple, ça, c'est une question d'effectifs et de nombre de communes. Quand vous raisonnez en nombre de communes, il y a beaucoup plus de polices municipales qui ne sont pas armées. Sauf qu'il y a des grandes communes, Nice, Marseille, dans lesquelles les maires et les effectifs sont très importants. On fait le choix. Donc on est autour de 50% des policiers municipaux qui sont armés. Et la deuxième chose pour laquelle nous sommes en désaccord sur l'armement, c'est que pour être armé, il faut que ça serve à quelque chose. Or, au regard des missions que nous voulons confier à la police municipale, ça n'a aucun intérêt d'être armé, si ce n'est de faire risquer la bavure à un certain nombre de nos agents. Et ensuite, c'est très consommateur de ressources et donc d'argent public, parce que pour armer les agents, il faut les entraîner, et que cet entraînement, eh bien, c'est au détriment du temps de présence sur le terrain.